Bonjour, bienvenue dans cette dernière séance sur le cours de thermodynamique physique. Je vous rappelle là où nous en étions arrivés à la fin de la séance dernière. Donc, on avait parlé d'un phénomène qui est un phénomène dynamique dans lequel on provoque réversibilité. Et là, on avait illustré avec le premier exemple qui était la loi de Fick, la loi de diffusion de particules dans un liquide. On mettait un colorant dans un verre et on voyait la manière dont ce colorant, petit à petit, diffusait dans l'ensemble du liquide, de telle sorte qu'à la fin de l'opération, eh bien, l'eau était en réalité devenue un mélange homogène de colorant plus eau. Donc en fait, compte tenu des contraintes, c'est-à-dire le fait qu'il y a une quantité donnée de colorant dans le système et que du coup, une fois qu'à la surface, bien, ce colorant, il n'y en a plus trop et il s'est diffusé intégralement dans le liquide du verre, eh bien, ce phénomène donc s'arrête, ce qui veut dire que on a créé une évolution irréversible, mais qui se termine lorsque on a homogénéisé complètement le liquide qui est dans le verre, homogénéisé, c'est-à-dire que c'est un mélange à part égale de molécules d'eau et de molécules de colorant. Mais ce processus, qui est un processus donc irréversible, on l'a dit, est associé à la diffusion de particules de la surface du verre vers le fond du verre, et ceci produit une entropie. Donc le delta S du système total, qui est un système isolé, est positif à cause de cette transformation irréversible. Bon, alors en fait, ce que nous avions voulu faire, c'est regarder la dynamique de ce phénomène. Donc imaginez une situation dans laquelle constamment on met du colorant à une extrémité, c'est-à-dire la surface du liquide, et constamment on extrait au fond du verre, de telle sorte que même si il y a l'homogénéisation, il y a toujours un flux de molécules de colorant qui se dirigent vers le fond du verre. Et donc ceci est matérialisé par ce petit chemin dans lequel il y avait un cylindre de longueur L. L'axe du cylindre définissait le des X, et on disait qu'il y a une concentration N1 de particules à l'extrémité arrière de ce cylindre, et elle est plus élevée, cette concentration, que l'extrémité avant, et de ce fait, ceci provoque eh bien, un flux de particules de la surface vers le fond, c'est-à-dire de l'arrière du cylindre vers l'avant du cylindre. Et ce flux de concentration est décrit par un vecteur densité de particules, J indice D, et ça nous avait introduire le coefficient de diffusion correspondant à cette loi de Fick. Bien, là, donc ça c'était la séance dernière, la fin de la séance dernière, et maintenant nous allons en fait explorer une autre situation qui va nous être très utile par la suite lorsque nous allons parler d'isolation thermique. Et ce phénomène, c'est la diffusion de la chaleur par l'intermédiaire de la conduction thermique. Donc, de quoi s'agit-il? On a un cylindre, dans notre cylindre, et à l'extrémité arrière de ce cylindre, on a une température T1 qui est imposée. À l'extrémité avant, on a une température T2 qui est imposée. On a donc un déséquilibre de température, disons, d'une extrémité du cylindre à l'autre, et de ce fait, il va y avoir un transport de chaleur de l'arrière de ce cylindre vers l'avant de ce cylindre, transformation irréversible, puisque on a un milieu dans lequel les températures ne sont pas les mêmes dans toutes les parties du système, et ce qui veut dire que ce phénomène de transport est associé à une transformation irréversible, donc à une variation positive d'entropie delta S positive. Mais, comme on s'intéresse à la dynamique, on va supposer que cette différence à gauche était de la droite,
eh bien, elle est fixe, c'est-à-dire en d'autres termes, on n'autorise pas, au travers du transport de chaleur, à faire en sorte que la température à l'arrière du cylindre diminue, la température à l'avant du cylindre augmente, et qu'à la fin, la température soit uniforme. On fait en sorte que le déséquilibre soit permanent, c'est-à-dire qu'en permanence, on produit de l'entropie, c'est-à-dire que ds sur dt est positif. Néanmoins, il y a en permanence un transport de chaleur de l'extrémité arrière vers l'extrémité avant. Et ce transport est caractérisé par un vecteur densité de chaleur, G indice Q, qui est défini comme kappa dt sur dx. Kappa, donc, c'est le coefficient de la loi de Fourier, la conductivité thermique, on l'appelle. Il est exprimé en watts par mètre et par Kelvin. Et ceci, ce flux de chaleur, il tend à apporter vers l'extrémité avant du cylindre de la chaleur provenant de l'extrémité arrière. Pour simplifier la description, on va supposer que si on considère une section donnée à une valeur du x le long de l'axe du cylindre, une section donnée du cylindre, la température est la même dans toutes les parties de la section. En d'autres termes, la température n'est fonction que de la variable x qui décrit la position où l'on se trouve le long de l'axe de ce cylindre. Bon, et donc, on a une température T1 ici qui est plus élevée que T2, et pour simplifier, on va supposer que le profil de température entre l'arrière et l'avant est un profil linéaire, ce qui veut dire donc que la pente est une constante et elle est négative, bien évidemment, puisque la température diminue de l'arrière vers l'avant. La longueur de ce cylindre s'appelle grand L, et de ce fait, à une position x sur l'axe du cylindre, la température correspondante T de x est donnée par T1 moins T1 moins T2, entre parenthèses, divisé par grand L fois x. Lorsque x est égal à 0, T de x est égal à T1, on est là. Et lorsque x est égal à grand L, on est à l'autre extrémité, bien grand L divisé par grand L, ça fait 1. Et on a T de x égale T1, entre parenthèses, T1 moins T2, c'est-à-dire T de x égale T2. Cette température qui est là. La dérivée, c'est-à-dire la pente de cette fonction, T de x, fonction de x, eh bien, la dérivée, elle est en fait ici, pardon, cette dérivée, eh bien, elle est moins T1 moins T2 sur L. Et de ce fait, eh bien, J de Q, ici, est égal à moins kappa fois moins T1 moins T2 sur L, c'est-à-dire kappa T1 moins T2 divisé par grand L. Donc ça, c'est J de Q, et évidemment, comme on en a fait l'hypothèse, ce J de Q ne dépend pas, disons, de la position où l'on se trouve sur une section du matériau. Ce J de Q ne dépend même pas de X, alors que la température, bien évidemment, dépend de X. Donc ça, de ce vecteur densité de chaleur, eh bien, on peut déterminer le flux de chaleur. Ce flux de chaleur, c'est la chaleur qui traverse chaque section de ce cylindre. Elle est donnée par l'intégrale de J de Q dr, et comme J de Q est une constante, ça sort de l'intégrale, et donc ça donne J de Q fois grand A, c'est-à-dire grand A fois kappa fois P1 moins T2 entre parenthèses, divisé par grand P. Cette expression qui est là, eh bien, évidemment, elle évoque complètement ce que l'on aurait en électricité, c'est-à-dire que ici, c'est le flux de chaleur, c'est-à-dire la chaleur par unité de temps qui traverse une section quelconque du cylindre. Et ceci, ça rappelle en électricité la charge qui traverse une section par unité de temps. Et cette grandeur, charge par unité de temps,
eh bien, c'est tout simplement l'intensité du courant qui traverse le conducteur. Ce cylindre serait le conducteur. Très bien. Et, en fait, cette expression qui est ici, eh bien, on rappelle également la loi que l'on a en électricité et qui dit que l'intensité du courant fois la résistance du conducteur est égale à la différence de potentiel entre les bornes de ce conducteur. Alors, est-ce que on peut faire cette analogie complètement? Oui, parce que T1 et T2 vont respectivement jouer le rôle du potentiel électrostatique en amont, donc à l'extrémité gauche, T2 celle du potentiel à l'extrémité droite, et donc on a eu la différence de potentiel entre l'arrière et l'avant égale résistance fois intensité, Q égale RI, la loi d'Ohm. Et pour nous, dans notre cas, cette expression que le flux fois grand L divisé par grand A fois kappa, c'est égal à T1 moins T2. T1 moins T2 joue le rôle de la différence de potentiel en électricité. Et donc, du coup, on voit que T1 moins T2, c'est résistance, on l'appellera thermique, puisque là, il s'agit évidemment de phénomène thermique, fois le flux. Donc ça, c'est l'équivalent de U égale R fois I. Dans ce cas-là, on introduit cette résistance thermique et cette grandeur, R thermique, eh bien, on voit que, du coup, elle est grand L, la longueur du cylindre, divisée par la section R de la section du cylindre, fois kappa, la conductivité thermique. En électricité, on aurait résistance égale à résistivité fois longueur divisée par section. L'inverse de la résistivité, c'est la conductivité, c'est-à-dire que résistance électrique, c'est longueur divisée par section, R de la section, fois la conductivité électrique. Et donc, kappa, qui est la conductivité thermique, joue le même rôle que la conductivité électrique en électricité. Donc, on constate que plus kappa est petit, d'accord, donc plus la résistance thermique est grande, moins la conductivité électrique est bonne, plus élevée est la résistance du conducteur cylindrique. Inversement, si la conductivité est très grande, conductivité électrique dans le cas électrique et thermique dans le cas thermique, cette résistance thermique est faible. Ici, nous avons donné quelques valeurs de kappa de cette conductivité thermique. On voit que pour les métaux, c'est élevé, et que par contre, pour les isolants, vert, bois, c'est faible, c'est disons 2 ordres de grandeur plus faible. Et on voit même que pour d'autres éléments, type d'éléments, gaz, par exemple, eau, eh bien, c'est aussi extrêmement faible. Donc, d'un point de vue, disons, des phénomènes de conduction, ce que l'on peut dire, c'est la chose suivante, c'est que la chaleur se transporte au travers de ce cylindre. Ça veut dire que cette grandeur phi, elle traverse n'importe quelle section de ce cylindre au cours du temps. Ça veut dire que le flux est conservé lorsque la chaleur traverse le cylindre. Ça veut dire qu'à l'entrée, on a ce flux phi. Ici, quelque part, à l'intérieur du cylindre, on a le même flux phi au travers de toute la section. Et puis à la sortie, on a le même flux. Donc, dans le phénomène de conduction thermique, le flux de chaleur, eh ben, c'est une grandeur qui est conservée au travers de toutes les sections du matériau, donc là, en l'occurrence du cylindre. Alors, juste un petit retour en arrière pour quand même vous rappeler pourquoi déséquilibre de chaleur, donc même à ce flux de chaleur. Rappelez-vous, quand on a parlé d'entropie, je vous ai dit l'entropie d'un système isolé, s'il y a une évolution, eh bien, ça veut dire que cette entropie augmente, compte tenu des contraintes qui sont imposées au système. Et donc là, on part d'une situation dans laquelle on a un récipient avec deux parties, l'une grand A, l'autre grand B. La température de grand A est supérieure à celle de grand B.
Et initialement, il y a une cloison adiabatique qui empêche tout échange de chaleur entre elles. Si cette cloison autorise le transport de chaleur, et uniquement le transport de chaleur, eh bien, pour ce système isolé, il va y avoir un transfert de chaleur de A vers B, et la température de TA, ultimement, va devenir égale à la température de B, donc TB, de telle sorte que la température étant uniforme, l'évolution du système cesse, et donc cette évolution est associée à une variation d'entropie delta de S qui est positive. Donc ça, ce que je viens de dire là, à l'instant, eh bien, c'est exactement cette situation, à ceci près, comme je l'ai dit, qu'on s'arrange pour empêcher une arrivée à l'équilibre, c'est-à-dire pour empêcher que T1 devienne égal à T2, en faisant en sorte que constamment la température de l'extrémité gauche soit T1 et celle de l'extrémité droite soit T2. Voilà, alors maintenant nous allons parler de la loi d'addition des résistances thermiques en série. J'ai dit qu'il y a une analogie très directe finalement entre ce phénomène de conduction thermique et le phénomène de conduction électrique qui vous est un peu plus familier, donc de la loi d'Ohm. Et on sait que dans le contexte, le cadre de la loi d'Ohm, eh bien, si on considère deux résistances et qu'on les ajoute en série, eh bien, la résistance totale de l'ensemble, c'est la somme des résistances du système. On va voir que si on ajoute deux conducteurs thermiques en série, l'un bout à bout avec l'autre, la résistance thermique de l'ensemble, c'est la somme des résistances thermiques de chacun d'entre eux. Alors, ces deux conducteurs thermiques, l'un est jaune, l'autre est vert, conductivité thermique kappa 1 pour le jaune, kappa 2 pour le vert, longueur L1, longueur L2 respectivement, et on suppose que la section, l'aire de la section du conducteur jaune et du conducteur vert thermique est la même. Donc le grand A est le même pour les deux. Alors, la résistance thermique, eh bien, par définition, ça doit être T1 moins T2 est égal à R thermique fois phi. Le flux de chaleur, eh bien, il pénètre par l'extrémité T1 et donc est conduit par conduction thermique au travers du conducteur thermique jaune. C'est phi1, c'est phi, toujours phi, lorsqu'on arrive finalement au point de jonction entre les deux conducteurs thermiques, puis ça traverse le conducteur thermique vert, il est toujours le même flux, il est conservé, et ça sort par la face avant qui est à la température T2. Donc T1 moins T2, par définition, c'est le R thermique de l'ensemble, de la somme de ces deux conducteurs thermiques. Et T1 moins T2, on peut le réécrire un peu différemment, c'est-à-dire on écrit que T1 moins T2, c'est égal à 1, T1 moins Tn plus Tm moins T2. Évidemment, ça fait bien T1 moins T2. Et simplement, T1 moins Tm, c'est la différence de température entre l'extrémité arrière du conducteur jaune et l'extrémité avant. Et T1 moins T2, c'est la différence de température entre l'extrémité arrière du conducteur vert et l'extrémité avant. Et donc, par définition, T1 moins Tm, c'est R1, la résistance thermique, R1 thermique du conducteur jaune, fois phi, donc pour T1 moins Tm. Et de la même manière, Tm moins T2, c'est R2 thermique fois phi, R2 thermique étant la résistance thermique du conducteur vert. Et donc, simplement par, disons, inspection, on voit que T1 moins T2, c'est R1 thermique plus R2 thermique fois phi. Et donc, le R thermique est bien identifié à R1 thermique plus R2 thermique. Donc, on voit que les conducteurs thermiques, en série, ajoutent leur résistance thermique. Très bien. Alors, du coup, j'allais dire, petite remarque simple, c'est que si on met en série un matériau qui a une conductivité thermique qui est grande,
mettons le jaune, et une qui est faible, mettons le vert, eh bien évidemment, la résistance thermique de l'ensemble va être essentiellement déterminée par celle du conducteur vert qui a la conductivité thermique la plus faible. Donc finalement, si on associe deux matériaux de conductivité thermique différentes en série, eh bien celui qui a la conductivité la plus basse définit la résistance thermique la plus élevée et c'est proche de celle de l'ensemble. Autre configuration possible, c'est de mettre des résistances thermiques non pas en série mais en parallèle. Donc en quoi ça consiste-t-il? On a là deux parallélépipèdes, le jaune et le vert. Et au lieu de les mettre bout à bout, comme on l'a fait à l'expérience précédente, on les empile l'un sur l'autre. Donc ils ont la forme de parallélépipède. Alors, cette situation qui est là est caractérisée par quoi? La longueur des deux conducteurs, c'est la même entre elles. Les sections des deux conducteurs thermiques, vert d'une part, jaune d'autre part, ne sont pas les mêmes. On a A1 pour la verte, A2 pour la jaune, et les conductivités thermiques sont K1 et K2. À l'extrémité arrière de cet empilement, la température est la même sur la section totale de la face arrière, elle est T1, et sur la face avant, donc de cet empilement, elle est T2, et elle est également constante, uniforme, aussi bien sur l'aire de la section du conducteur vert que celle du conducteur jaune. Alors, ok, très bien, le flux de chaleur, donc T1 est toujours supérieur à T2, le flux de chaleur qui va traverser cet empilement, eh bien, évidemment, il va être la somme du flux de chaleur qui traverse la section verte et du flux de chaleur qui traverse la section jaune. Donc, phi va être phi1 plus phi2. Et ce flux, eh ben, il se conserve, c'est-à-dire que si je prends une section de l'empilement, à un endroit quelconque, eh bien, je vais retrouver le même phi. Et ce même phi, eh ben, il sera la somme de phi1 et de phi2, phi1 étant le flux qui va traverser la section verte à cet endroit, et phi2, celle qui va traverser la section jaune. Et là encore, phi1 et phi2, ben, ils sont les mêmes que ce qu'on avait à la face arrière. Ok, mais phi1, d'accord, l'expression que l'on avait pour la résistance thermique, d'accord, était telle que on disait T1 moins T2 égale R thermique fois phi. Donc ici, phi1, c'est 1 sur R thermique fois T1 moins T2. La température pour le conducteur vert de la face arrière moins celle de la face avant. D'accord? 1 sur R thermique pour le conducteur thermique 1, T1, K1, T1 moins T2 sur L, parce que la longueur est la même pour les deux. J'ai mis L1, mais c'est le même L pour tous les deux. Très bien. De la même manière, phi2, c'est 1 sur R2 thermique fois T1 moins T2. Ok. Phi1 plus phi2, bah c'est phi. Donc on ajoute les deux. Et comme on a le même facteur ici, T1 moins T2, on voit que phi, grand phi, eh bien, c'est rien d'autre que, en fait, 1 sur R1 plus 1 sur R2 fois T1 moins T2. Comme T1 moins T2, par définition, c'est R thermique fois phi, on en conclut que T1 moins T2, d'accord, qui est ici, on peut le remplacer par R fois phi, d'accord, et comme on fait la somme phi1 plus phi2 qui fait phi aussi, eh bien, on en déduit que T1 moins T2 égale R thermique fois phi nous apprend que le 1 sur R thermique, c'est 1 sur R1 thermique plus 1 sur R2 thermique. C'est-à-dire que la résistance équivalente à cet empilement, eh bien, elle est telle, qu'on appelle R thermique, elle est telle que 1 sur R thermique égale 1 sur R thermique plus 1 sur R2 thermique. Donc, ceci évoque complètement la loi d'addition en parallèle des résistances électriques lorsque
les expressions que l'on a ici correspondent à de la conductivité électrique. Là, c'est conductivité thermique. Mais pour la conductivité électrique, ce serait simplement de dire que U, la différence de potentiel ici, c'est R fois le courant, l'intensité du courant qui traverse la section totale de l'empilement des deux résistances en parallèle. Et ceci, cette résistance, c'est 1 sur la résistance du conducteur vert plus 1 sur la résistance du conducteur jaune. Alors, en fait, il y a une autre configuration qui est également d'intérêt lorsqu'on va parler d'isolation thermique, c'est celle-ci, celle qui est représentée ici. Alors pourquoi? Parce que vous voyez qu'on a un parallélépipède ici, qui consiste en un matériau, le fameux matériau jaune, qui a une section A2, le matériau jaune, et une conductivité thermique kappa2, et puis il y a une longueur grand L. Et puis au sein de ce parallélépipède du matériau jaune, il y a un cylindre d'un matériau vert caractérisé par une section A1 et une conductivité thermique K1, et puis la même longueur, c'est-à-dire que ce cylindre, il va de part en part, il traverse de part en part ce parallélépipède. Ok. Alors, juste pour préciser les choses, ça veut dire qu'on a le matériau jaune qui a une section, une aire, si vous voulez, de la section qui est A2. Cette aire A2, qu'est-ce que c'est? C'est l'aire de ce rectangle, de tout le rectangle jaune, de l'ensemble, moins l'aire de ce disque vert, puisque on voit que les deux matériaux, jaune et vert, ne sont pas les mêmes. Donc ça veut dire que A2, ici, la section du matériau jaune, c'est ce que je hachure en excluant donc le disque qui est là, c'est-à-dire que c'est l'aire de tout le rectangle moins l'aire du disque. Ça, c'est A2. A1, par contre, c'est juste l'aire du disque. Cette situation qui est là, c'est exactement la même qu'ici. Pourquoi? Parce que le flux thermique qui pénètre par la face arrière, qui a la température T1, eh bien, on constate que ce flux thermique, c'est le flux thermique qui va traverser la partie jaune, qu'on appellera Φ2, plus le flux thermique qui va traverser la partie verte, la section verte, le disque vert, que l'on appelle donc Φ1. Donc ici, on a à nouveau Φ égale Φ2 plus Φ1. Alors exactement ça, c'est-à-dire qu'à nouveau, ceci, disons, cette disposition correspond à deux résistances qui sont en parallèle. Donc l'expression est la même. Alors pourquoi je dis que ça, c'est d'intérêt lorsqu'on parle d'isolation thermique? Parce que ce cylindre qui est là, c'est une fenêtre percée dans un mur qui est ce parallélépipède jaune. D'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est que la résistance de cet ensemble, eh bien, dans la mesure où c'est des résistances en parallèle, elle obéit à la loi d'addition des résistances en parallèle, 1 sur R thermique égale 1 sur R1 thermique plus 1 sur R2 thermique. Et de ce fait, on voit que le matériau qui a la résistance thermique la plus faible, c'est-à-dire le R le plus petit, eh bien, c'est lui qui va dominer le R thermique. Parce que vous voyez, imaginons R1 est égal à 0, R2 est fini, eh bien, on voit que 1 sur 0, c'est l'infini. Et donc, ça veut dire que 1 sur R thermique, c'est l'infini. Ça veut dire que R thermique est égal à 0. C'est-à-dire que la valeur du R thermique, c'est celle du matériau qui a la résistance thermique la plus faible. Là, dans mon exemple, 0. Et donc, si je reprends l'exemple du mur et de la fenêtre, la résistance thermique de la fenêtre, du verre, est plus petite que celle du mur. Et de ce fait, une ouverture de type fenêtre dans un mur, en fait, c'est pas super parce que ça veut dire que la résistance thermique de cet ensemble, elle est conditionnée par la résistance thermique
du verre. Et donc, si on veut isoler l'extérieur de l'intérieur d'une pièce, eh bien, on veut que la résistance thermique soit aussi grande que possible. Donc, on va revoir ça un peu plus tard à la fin. Donc, très bien, justement, on avance pour aller vers ces bilans thermiques et l'isolation thermique de pièces ou de bâtiments. Et donc, il nous faut introduire encore, j'allais dire, deux notions. La première notion, c'est la notion de convection. Alors, celle-là, la notion de convection, elle est familière dans le contexte de l'atmosphère. Ici, on a la Terre, qui est à la température T1. Et ici, on a les nuages, disons. Donc, on a le ciel, qui est à la température T0. Et évidemment, la température de la Terre, elle est plus élevée que celle qu'on a en altitude. C'est-à-dire qu'il y a un gradient de température qui va de T1 plus grand que T0 ici en altitude. Quand on a une masse d'air au voisinage de la Terre, dans la mesure où la température T1 est plus grande que T0, ça veut dire que pour un volume donné, là cette petite sphère rouge, la masse volumique qu'elle a à cet endroit-là, à cause du fait que la température T1 est plus grande que T0, cette masse volumique, elle est plus faible que celle qu'on a ici. Et donc, ça veut dire que la masse que l'on a là est plus petite que la masse que l'on a ici en haut pour la même sphère. Et de ce fait, la poussée d'Archimède fait que cette sphère d'air monte parce que la poussée est plus grande que le poids de cette sphère d'air. Ça monte jusqu'au moment où ça arrive à T0. À T0, qui est plus petit que T1, la masse volumique devient plus grande maintenant qu'elle n'est là. Et de ce fait, le poids de cette même sphère d'air est devenu plus grand que ce qui n'est là. Et à cause de la pesanteur, eh bien, cette sphère d'air va redescendre et le mouvement s'auto-alimente. Donc on a constamment un mouvement dans lequel cette petite masse d'air, elle monte d'abord, puis elle redescend, puis elle remonte, puis elle redescend, etc. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le phénomène de convection thermique. Alors, en fait, ce phénomène, il existe aussi, j'allais dire, sur Terre. Et si on considère un mur, voilà notre mur, et puis il y a l'air environnant. Donc là, c'est l'extérieur. Le fluide, c'est donc l'air. Et ce qui se passe, c'est que la température du mur, on suppose qu'elle est plus grande que celle de l'atmosphère là, parce que voilà le mur, voilà la pièce qui est à l'intérieur. La température, a priori, elle va être plus élevée qu'à l'extérieur. Donc, ça veut dire que la température que l'on a pour le mur, on l'appelle T0, elle est plus grande que celle du fluide, l'air, qu'on appelle T fluide. Ici. Et ce qui se passe, c'est que donc voilà l'air environnant le mur, et bien sur une épaisseur xi, il y a un mouvement de convection. Excusez-moi. Donc il y a un mouvement de convection et de ce fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un gradient de température entre le mur et le fluide, ici. Et puis, au-delà de cette distance de convection, la température du fluide, la température de l'air, elle est constante et elle est égale à T fluide. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écrit tout simplement la loi de conduction de la chaleur. Et cette loi de conduction de la chaleur nous dit que si la température du mur est plus grande que celle du fluide, il va y avoir un flux de chaleur, ici, comme ça, qui va aller du mur vers le fluide, et qui est caractérisé par un vecteur densité de transport de chaleur, GQ, donné par la loi de Fourier. Une fois de plus, on suppose que la variation de température entre le mur et la partie du fluide qui a température constante, le T fluide, on suppose que ce gradient il est linéaire ici, et
à nouveau une fonction décroissante de l'altitude z, enfin, disons de la position par rapport au mur. Et de ce fait, le J de Q que l'on a, c'est une constante, moins kappa fois T fluide, pardon, T0 moins T fluide, divisé par xi, comme on avait trouvé tout à l'heure dans l'exemple avec le cylindre. Donc le flux de chaleur qui traverse chaque section ici, sur l'ensemble du mur, eh bien, ce flux de chaleur est donné par A, l'air, disons, de la section du mur, fois kappa, la conductivité thermique ici de l'atmosphère, l'air, fois T0 moins T fluide divisé par xi. Et du coup, on réécrit en définissant H indice C, C pour convection, on le définit comme étant A kappa sur xi, et dans ces conditions, le flux de chaleur qui traverse par convection, bien la partie de l'atmosphère ici qui est au voisinage du mur, c'est donné par Hc fois T0 moins T fluide. Il y a une deuxième source d'échange de chaleur, c'est ce qu'on appelle le rayonnement thermique. Le rayonnement thermique, c'est le constat en fait que tout corps, tout matériau qui est à une température T donnée rayonne de l'énergie électromagnétique, rayonne de la lumière. Alors ça, c'est un phénomène qui est expliqué en mécanique quantique, mais il peut l'être en électromagnétisme classique, mais en fait, l'électromagnétisme classique ne décrit pas véritablement le phénomène, c'est-à-dire on voit qu'il y a des contradictions. Il faut faire de la mécanique quantique pour expliquer de façon précise et correcte ce phénomène de rayonnement thermique. Et quoi qu'il en soit, ça nous dit que si je vous me donnez un corps à une température T, eh bien, il va rayonner de la lumière à toutes les longueurs d'onde de la lumière, mais simplement, il y a une longueur d'onde particulière pour laquelle l'intensité de l'émission de lumière est maximale. Et cette longueur d'onde, où l'intensité de l'émission de lumière est maximale, de couleur est maximale, eh bien, lambda T, elle est inversement proportionnelle à la température, c'est ce qu'on appelle la loi de Wien. Ce que l'on voit ici, sur ce schéma, c'est précisément, en quelque sorte, l'intensité du rayonnement électromagnétique en fonction de la longueur d'onde pour un corps qui est à la température T. On voit que si on est à 5000 K, eh bien, on est de l'ordre du micron. Si on est à 6000 K, 6000 degrés Kelvin, eh bien, on est à plus petit qu'un micron, en fait, de l'ordre de 0,6 micron. Et ça veut dire que ça correspond à peu près au jaune-vert. Et le jaune-vert, ben, c'est la couleur du Soleil, de la surface externe du Soleil. Le Soleil est un corps à une certaine température et du coup, il émet de la lumière. Et du coup, cette émission, elle est, pour ce qui est de la surface du Soleil, eh bien, elle est dans le jaune-vert. Si on prend l'autre extrémité, un corps qui est à 300 K, ben, 300 K, c'est finalement la température de la Terre, évidemment approximativement, puisque ici c'est à peu près 27 degrés, donc c'est pas tous les points de la Terre ne sont pas à 27 degrés Celsius, mais c'est de l'ordre de grandeur 2, et on voit que la lumière émise par la Terre, elle a un maximum autour d'une longueur d'onde de l'ordre de 10 microns, ce qui correspond à l'infrarouge lointain. Alors, quelle est la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est que si un corps qui a une certaine température émet de la lumière, c'est-à-dire de l'énergie, eh bien, il y a un flux d'énergie qui part du corps en question vers l'extérieur. S'il n'y avait aucune source qui permettait de maintenir la température du corps à la valeur T, eh bien, ultimement, le corps se refroidirait et arriverait au zéro absolu. Donc, la vie sur Terre serait invivable s'il n'y avait pas une source d'énergie qui permettait en permanence de maintenir la température de la Terre à la valeur T. Et justement, si on regarde, si on quantifie, c'est-à-dire si on essaye de mettre des chiffres
sur l'énergie qui est rayonnée par le corps à la température T, eh bien, le flux de chaleur, le flux d'énergie par unité de surface, c'est-à-dire la quantité dφ sur dA, le phi étant ce que j'avais introduit ici dans le transparent précédent. Ici, revenons un petit peu en arrière. Voilà. Donc ici, ce flux ici, ben le dφ sur dA, c'est-à-dire la chaleur qui est rayonnée par unité d'air, elle est donnée en fait par ce qu'on appelle la loi de Stéphan, dφ sur dA égale la constante de Stéphan, 5,67 10 puissance 8 watts par mètre carré par Kelvin moins 4, et fois la température du corps à la puissance 4. Donc voilà l'énergie rayonnée par unité de section, par unité d'air du corps. C'est donné par ça. Et comme j'ai dit, en fait, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui compense si on veut que le corps reste à la température T qu'il a. Donc, s'il y a un équilibre thermique, ça veut dire que ce que le corps rayonne est compensé parce qu'il reçoit d'une source extérieure qui va lui ramener la même valeur du flux d'énergie donc qu'il perd par rayonnement. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on dit ici. Donc voilà notre corps. Il est à la température T. Il rayonne sur l'ensemble de sa section une puissance, donc une chaleur, si vous préférez, une énergie sous forme de rayonnement électromagnétique, mais une énergie qui est donnée par sigma fois T puissance 4 fois grand A. Il reçoit, disons, d'une source extérieure, donc un flux d'énergie sur sa section, à nouveau, et on imagine que la source qui lui fournit ce flux, elle est elle-même à la température TS, donc 1, TS pour Soleil, si on pense à la Terre, mais enfin, c'est pas obligé d'être le Soleil, et donc TS à la puissance 4, ça, c'est le flux, donc sigma grand A TS à la puissance 4, c'est le flux reçu par la source, c'est le flux que la section grand A du matériau reçoit de la part de la source, et donc la différence des deux, entre ce qu'il émet et ce qu'il reçoit, c'est le flux net émis par le corps, émis par le matériau, et donc on constate qu'elle est donnée par sigma fois grand A, T puissance 4 moins TS à la puissance 4. Alors ça c'est une identité, A puissance 4 moins B puissance 4, et ceci c'est T moins TS, facteur de T puissance 3, plus TS fois T puissance 2, plus T fois TS puissance 2, plus T à la puissance 3. D'accord, ça c'est une identité. Et si T et TS sont proches l'un de l'autre, eh bien ce flux en question, on peut le réécrire sous la forme d'une constante indice R, H indice R, fois T moins TS. Et ce H indice R, c'est pour rayonnement. De la même manière que pour la convection, on avait introduit le coefficient H indice C. Voilà. Alors ceci, maintenant, en ayant posé tous ces éléments, c'est-à-dire on a dit, il y a le phénomène de conduction thermique, il y a le phénomène de convection thermique, il y a le phénomène de rayonnement thermique. Et donc, on met tous ces éléments ensemble, et maintenant, on va pouvoir faire un bilan pour un matériau. Donc, on imagine un mur ici, sur Terre, bien évidemment. Donc là, il y a le Soleil qui envoie, disons, de la chaleur, un flux de chaleur, Φs, vers la Terre. Donc, le matériau, le mur, là, en l'occurrence, il va recevoir. Il y a ici sur Terre l'atmosphère terrestre à la température X. Il y a le mur,
Et donc ce mur sépare l'extérieur de l'intérieur. La température du mur sur la face qui est au contact avec l'atmosphère, on l'appelle TS. Sur la face qui correspond à la pièce, l'intérieur du bâtiment, on l'appelle T1. Et pour simplifier les choses, pas du tout obligatoire, mais pour simplifier les choses, on va admettre qu'on a T1 à l'intérieur du mur également. Donc pour le mur, il y a juste la température de la surface ici qui est TS, mais pour tout le reste, c'est AT1. Et on va faire le bilan thermique du mur et en disant que ce qu'il a reçu, eh bien, ça doit être égal à ce qu'il cède pour que sa température soit à l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'il reçoit? Le Soleil, j'ai dit, donc, qui émet un flux d'énergie, donc un flux de chaleur vers le mur, et bien évidemment, seule une partie du flux solaire, du flux émis par le Soleil, il n'y a qu'une partie qui arrive sur le mur, soit parce que c'est absorbé dans l'atmosphère, soit parce que en fait, il y a des phénomènes de perte en cours de route. Donc, il y a juste une partie de ce phi s qui est reçu. Et quand même, on va avoir quelque chose proportionnel à phi s qui va être un flux reçu. Ensuite, on suppose que la température à l'extérieur est supérieure à la température de la surface du mur. Ce n'est pas une hypothèse qui est obligatoire. On verra que même si c'est l'inverse, ça n'invalide pas ce que je vais vous dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il y a un phénomène de convection, comme on l'a dit, entre l'atmosphère qui est ici et la surface du mur. Et donc, il va y avoir, si Tx est supérieur à Ts, il va y avoir un flux reçu par la surface externe du mur, celle-là, par convection, qui va être donné par Hc fois Tx moins Ts. Ensuite, le mur, il est à la température T1. Il va rayonner de ce fait, rayonnement thermique. Il va rayonner de l'énergie électromagnétique. L'atmosphère, qui est à la température Tx, rayonne de l'énergie électromagnétique correspondant à la température Tx. Et donc le mur va recevoir la différence de flux associée au rayonnement électromagnétique thermique de ce qu'il reçoit moins ce qu'il cède, c'est-à-dire de l'extérieur moins l'intérieur du mur. Enfin, quelle dernière partie a-t-on de cédé par le mur? S'il y a un flux de chaleur qui arrive à la surface externe, il est conduit, parce que le mur se comporte comme un conducteur thermique, cette chaleur est conduite au travers du mur pour pénétrer vers l'intérieur de la pièce. Et donc là, ça veut dire que par rapport à ce qui se passe à la surface du mur, il y a une perte qui correspond à un flux de chaleur de conduction. Voilà, donc on a fait, j'allais dire, le tour de tous les éléments, résumons, reçu par la surface externe du mur, flux cédé par la surface externe du mur, flux lié au rayonnement solaire, alpha fois phi s, alpha étant un coefficient de petit k, qui traduit le fait, comme je vous disais, que l'ensemble de ce qui est envoyé par le Soleil, du point de vue flux, n'est pas reçu par le mur. Convection air-mur, Hc fois Tx moins Ts, rayonnement de la partie atmosphérique et de la partie du mur, donc H indice R, Tx moins Ts, et puis enfin conduction de la chaleur depuis la face externe du mur vers l'intérieur de la pièce. Et ça, c'est tout simplement, comme on l'a dit, c'est donc 1 sur R fois la différence de température entre la face externe et la face interne. C'est-à-dire c'est Ts moins T1 divisé par R thermique du mur qui est donné, donc le 1 sur R thermique du mur, c'est la conductivité thermique du mur, kappa, fois la section, l'air de la section du mur traversée, grand A, divisé par l'épaisseur du mur, petit e. Et l'équilibre entre ce qui est reçu et ce qui est cédé permet de déterminer
la différence Tx moins T1. Donc on ne va pas faire le calcul, mais c'est quelque chose qui est assez clair et simple à obtenir. Alors ensuite, l'autre phénomène, c'est on veut isoler thermiquement un mur. C'est-à-dire que isoler thermiquement, ça veut dire la chose suivante, vous voulez faire en sorte que la température à l'extérieur soit différente, soit indépendante de la température qui est à l'intérieur. Donc comment peut-on réaliser ça? Alors, je vous ai dit, finalement, on sait que Tx moins T1, c'est R, la résistance thermique du matériau qui est entre les deux, fois phi, le flux thermique qui traverse, ici. Bon, et du coup, si la résistance thermique est infinie, le simple fait qu'il y ait une différence de température entre l'extérieur et l'intérieur vous dit que le flux qui traverse, le flux de chaleur, doit être zéro. Parce que s'il n'était pas zéro, on trouverait Tx moins T1 égale l'infini, puisque Tx moins T1, c'est R thermique fois phi. Donc si R thermique est infini, il faut que phi soit égal à zéro, et dans ce cas-là, ça dit simplement que les températures à l'extérieur et à l'intérieur sont indépendantes l'une de l'autre. Alors, c'est jamais aussi extrême, mais simplement, ce que l'on veut faire, c'est obtenir un R thermique aussi grand que possible, pour s'approcher autant que possible de ce but qui est de dissocier les températures à l'extérieur et à l'intérieur, ce qui veut dire bien isoler thermiquement un mur. Alors, on refait le bilan, pour voir ce qu'il en est, et simplement, par rapport au calcul qu'on a fait précédemment, la seule chose simplificatrice, on va oublier le rayonnement thermique des surfaces, parce que sinon, il faudrait faire la différence des flux rayonnés entre l'atmosphère et le mur, ici, de pierre. Là. Il faudrait ensuite prendre la différence de flux entre la pierre et la laine de verre, ici, et puis entre la laine de verre et le plâtre, et entre le plâtre et l'intérieur de la pièce. Donc, ça ferait beaucoup de termes. Donc, on va négliger les rayonnements électromagnétiques thermiques des surfaces. Alors, qu'est-ce qui reste du coup? Bien, on refait le bilan. On dit que le flux reçu par la surface externe, ici, du mur, de cet ensemble, d'accord, qui constitue le mur, ce flux reçu, c'est alpha fois phi s, comme tout à l'heure, plus hc, tx, ts moins ts, comme précédemment. Très bien, donc ça c'est ce qui est reçu. Et ceci, eh bien, va se transporter par conduction thermique au travers de la pierre, de la laine de verre et du plâtre. Je vous ai dit que quand on considère un flux de chaleur transporté par conduction, eh bien, ce flux se conserve dans toute section du matériau. Donc, ça veut dire que le flux de chaleur est le même à tout endroit de la section de la pierre, tout endroit de section de la laine de verre, et c'est le même que celui de la pierre, du point de vue du flux, et puis idem pour le plâtre. Donc, c'est ce que l'on exprime ici. On dit que ce flux, ben, il traverse ici ce mur, puis ce mur de pierre, puis cette couche de laine de verre, puis cette couche de plâtre. Et donc ce phi est égal à 1 sur la résistance thermique de la pierre, c'est-à-dire Km grand A, l'aire de la section du mur de pierre, divisé par Em, l'épaisseur du mur de pierre, fois Ts moins T1. Donc Ts, c'est la température à la surface du mur, et T1, bah, c'est la température dans le reste du mur, donc y compris la phase de sortie. Ce même flux, puisque sans perte, il va arriver sur la laine de verre, c'est donc également kappa fois V, grand A sur V T1 moins T2. Kappa grand V, c'est la conductivité thermique de la laine de verre. Grand A, c'est la section commune avec le mur de pierre, divisé par E verre, l'épaisseur traversée de laine de verre.
Et T1 moins T2, ben, T1 c'est la température à la surface de la laine de verre, la surface ici, à gauche, et T2, celle à la sortie, donc sur la face droite de la laine de verre. Et ce même flux, c'est également eh bien, 1 sur R thermique du plâtre fois T2 moins T1. T1, c'est la température à l'intérieur de la pièce, qui on suppose celle du plâtre aussi, sauf au niveau de la surface arrière de la couche de plâtre, qui est au contact avec la laine de verre et qui a la température T2. Et donc, on dit que ce même flux, ici, pour ce qui concerne la partie plâtre, eh bien, c'est kappa, donc plâtre, fois A, mental, l'air de la section commune à tout le monde, ces trois matériaux, divisé par l'épaisseur du plâtre, fois T2 moins T1. Bon, et donc maintenant, on veut exprimer le fait que, eh bien, on doit avoir ceci, pour cet ensemble-là, on doit avoir un matériau qui s'appellera un mur isolé, qui a une résistance thermique R, grand R thermique, et qui est caractérisé par le fait que pour cet ensemble, ce matériau, donc ce mur isolé, thermiquement, on doit dire que Tx moins T1 doit être égal à R thermique fois phi. Donc ici, R thermique fois phi égale Tx moins T1. Mais ce que l'on a, c'est les égalités que je vous avais montrées ici, dans ce transparent. Alors, c'est pas très compliqué. On va, là encore, pour simplifier, on suppose que c'est la nuit. Donc, le soleil ne rayonne pas du côté de la Terre où se trouve le mur. Donc, ce terme-là est égal à 0. C'est juste simplificateur, mais ça ne changerait pas grand-chose à ce qu'on va trouver pour la valeur du R thermique. Ça nous permet de faire ça. Donc, si c'est le cas ici, comme on a phi qui est égal à, du coup, qui est égal à hc fois tx moins ts, on a tx moins ts qui est égal à phi sur hc. Par ailleurs, phi est égal à km sur m grand A ts moins t1. Donc ts moins t1 est égal à em fois phi divisé par km fois grand A. Donc en d'autres termes, ts moins t1, c'est R thermique mur fois phi. De la même manière, phi, c'est aussi ça. Et donc T1 moins T2, c'est R thermique de la laine de verre fois phi. Et enfin, pour la même raison, T2 moins T1, c'est le R thermique du plâtre fois phi. Donc on a Tx moins Ts qui est phi sur Hc, Ts moins T1 qui est égal à R thermique mur fois phi, T1 moins T2 qui est égal à R thermique laine de verre fois phi, et puis T2 moins T1 qui est égal à R plâtre fois phi. Et on veut Tx moins T1. Tx moins T1, c'est Tx moins Ts, plus Ts moins T1, plus T1 moins T2, plus T2 moins T1. D'accord? Et on remplace chacun de ces Tx moins Ts, Ts moins T1, etc. On les remplace par R fois phi. Et du coup, si on fait cela, on dit que le résultat final va être écrit sous la forme R thermique totale fois phi, et on constate très simplement que ce R thermique là que l'on obtient, c'est tout simplement la somme des résistances donc des différents éléments. C'est-à-dire, c'est la résistance thermique associée à la convection plus la résistance thermique du mur de pierre plus celle de la laine de verre plus celle du plâtre. C'est ce que traduit cette expression.
Ok. Et donc, du coup, ce que l'on veut faire, si on veut faire de l'isolation thermique, c'est qu'il faut essayer de trouver des matériaux qui ont des R thermiques qui sont aussi grands que possible. Et c'est le cas de la laine de verre et dans une moindre mesure du plâtre. Mais la laine de verre, c'est particulièrement bon candidat. On sait bien que quand on fait de l'isolation thermique, généralement, une façon de procéder, c'est d'interposer une bonne couche de laine de verre entre le mur qui est en contact avec l'extérieur et puis la pièce. Et puis pour, j'allais dire, pas laisser simplement la laine de verre à l'intérieur de la pièce, on met une couche de plâtre. Voilà. Alors, inversement, une très mauvaise isolation thermique serait une situation dans laquelle la résistance thermique ici est petite. Et quand est-ce le cas? Ça nous ramène un petit peu en arrière dans notre présentation. On va y arriver. Voilà, c'est là. Donc ici, on a le mur, il y a une ouverture qui est donc une vitre, une baie vitrée. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est mauvais parce qu'en fait, la résistance thermique de ce verre, elle est faible, ce qui veut dire qu'au contraire, on met en contact quasiment directement l'extérieur et l'intérieur. Donc le message, c'est que si vous voulez faire de l'isolation thermique, eh bien l'idée de mettre une baie vitrée qui est une grande ouverture sur le mur d'une pièce, c'est une très mauvaise idée puisque bien évidemment, en fait, du coup, la résistance thermique de ce système, plus la baie vitrée va être très faible, et du coup, il va y avoir un transport de chaleur très important entre l'extérieur et l'intérieur qui va tendre à mettre la même température à l'extérieur qu'à l'intérieur. S'il fait chaud à l'extérieur, il va faire chaud à l'intérieur, et inversement, s'il fait froid, il va faire très froid. Donc, en fait, dans le principe de l'isolation thermique, on veut éviter de multiplier justement des ouvertures de type baie vitrée, de type Velux, c'est-à-dire des lucarnes de verre à la surface sur un toit, par exemple, ou des fenêtres. Voilà, donc en fait, ici se termine finalement ce que je voulais vous raconter sur ces phénomènes de conduction thermique, de convection thermique, de rayonnement thermique, les échanges donc, de chaleur irréversibles et dépendants du temps dans un système. Et ceci donc conclut notre petit tour d'horizon très rapide, très rapide de la thermodynamique physique. Donc je vous invite, si vous avez des questions ou des commentaires, à m'envoyer un mail et à ce moment, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et même après, si vous avez des questions portant sur l'ensemble de ce cours, nous verrons cela ensemble. Voilà, merci.